Je suis Aïssata Traoré, médecin rhumatologue, option rhumatopédiatrique à l'université Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. J'exerce dans un centre hospitalier universitaire, il s'agit du CHU de Bouaké, qui est la deuxième grande ville du pays, qui se trouve à 373 km de la capitale. Mon nom est Michael Hofer, je suis pédiatre rhumatologue en Suisse romande et puis je suis responsable de l'AGIR, de GIR Network. Et dans le cadre de l'AGIR, notre grand intérêt, c'est de pouvoir aider à ce que la rhumatologie pédiatrique se développe partout dans le monde. Parce qu'on s'est rendu compte que nous avions beaucoup de chance. Nous avons développé il y a 25 ans ici en Suisse la rhumatologie pédiatrique et maintenant elle est bien développée, on a l'aide qu'il faut. Il y a beaucoup de pays où la rhumatologie pédiatrique n'existe pas encore ou existe à peine et voilà, donc l'idée de l'AGIR c'est de voir comment est-ce qu'on peut apporter un support dans les pays qui ont besoin de ce support, mais avant de pouvoir apporter un support, il faut déjà connaître et savoir quelle est la situation et quels sont les besoins, les unmet needs, comme on dit en anglais. Alors, ma première question, c'est que vous puissiez déjà m'expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé vous-même en rhumatologie pédiatrique, quelle est la formation que vous avez pu faire pour pouvoir exercer comme rhumatologue pédiatre. Nous, à la base, la formation de spécialiste, car je suis assistante chef de clinique. La formation de spécialiste se fait au pays, dans le service de rhumatologie à la capitale, à Abidjan. Et la formation se fait en même temps pour les adultes et également pour les enfants. Et après, on peut décider de se spécialiser uniquement dans soit une branche un peu plus spécifique de la rhumatologie. Là, je suis arrivée à la rhumatologie pédiatrique parce que j'aime travailler avec les enfants. Et j'ai constaté que tout ce qui est arthrite de l'enfant est carrément méconnu chez moi. Donc, la souffrance de ces enfants que je recevais là de passage m'a vraiment attirée vers la rhumatologie pédiatrique. Et pour ce faire, je fais un master en actualisation sur la rhumatologie pédiatrique. Et voici un peu mon parcours. Merci beaucoup. Maintenant, lorsque vous recevez des patients, j'imagine qu'ils doivent passer déjà chez bien d'autres professionnels de la santé. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu quel est le parcours du patient avant d'arriver dans un centre spécialisé et également quel est en fait le pourcentage ou disons la proportion des enfants avec des problèmes rhumatismaux qui finalement arriveront chez le spécialiste? C'est une très très belle question. Le parcours de l'enfant arthritique est un parcours extrêmement long en Côte d'Ivoire. L'enfant, quand il présente déjà des douleurs articulaires ou des symptômes en rapport avec probablement une affection rhumatismale, de premier abord, on dit c'est les enfants. Ils passent tout leur temps à courir, donc c'est négligé. Et là, on peut faire des mois sans qu'on ne consulte réellement avec l'enfant. Et par la suite, quand les douleurs ou les symptômes s'accentuent, le service de premier contact, c'est les centres de santé urbains ou ruraux. Dans ces centres de santé ruraux, parfois, c'est les infirmiers, il n'y a pas de médecin. Donc, ils vont rencontrer l'infirmier qui va prendre ça pour un paludisme. Donc, c'est des enfants qui sont traités plusieurs fois pour paludisme. Donc, paludisme à répétition, comme dans le paludisme, il y a de l'arthralgie. Donc, on fait le traitement, on le met parfois des anti-inflammatoires, les douleurs cèdent et après, les douleurs reviennent et c'est comme ça. Donc là, l'enfant peut se trouver, voire une année dans ce cycle-là. Et c'est devant peut-être la persistance des symptômes ou l'apparition de nouveaux symptômes que les parents sont amenés à consulter un pédiatre. Et le pédiatre, quand tu vas avec son expertise, va peut-être conduire quelques bilans
Et par la suite, là, ça peut traîner 6 mois. Et quand il voit que les choses persistent, il va leur dire maintenant, allez-y voir le rhumatologue. Et là, donc, le parcours en moyenne des enfants que nous recevons, ça varie de 1 jusqu'à 12 ans. Le dernier cas que j'ai vu, qui est un cas de lupus masculin sur un adolescent, c'est 12 années de errance diagnostique avant que nous, on puisse le recevoir et poser le diagnostic. Donc, c'est vraiment ce temps, il est extrêmement long et variable. Les enfants que nous recevons, nous avons en rhumatologie, adultes comme enfants, nous avons près de 1000 patients dans l'année. Sur ces 1000 patients dans l'année, nous avons une proportion d'environ 250-300 enfants que nous recevons dans l'année. Et sur ces 300 enfants, j'avoue qu'on arrive à poser des diagnostics d'affection rhumatismale sur environ une vingtaine. Mais seulement 2 ou 3 arrivent à être suivis correctement. Alors merci pour cette réponse. C'est vrai que c'est très impressionnant ce que vous nous racontez, de voir à quel point cette souffrance des enfants avec maladie rhumatismale dure jusqu'à ce qu'enfin il puisse peut-être y avoir une réponse. Maintenant, ce que vous nous racontez, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il y a un besoin énorme de reconnaissance de la maladie et de moyens. Et alors, pour la reconnaissance de la maladie, il y a évidemment toujours l'enseignement qu'on peut faire. Quels sont les besoins et comment est-ce que vous pouvez répondre à ces besoins de sensibilisation et d'éducation? Et puis le corollaire de cette question, c'est est-ce que les collègues à l'international peuvent vous aider et de quelle façon est-ce qu'ils pourraient vous aider? Merci pour cette très belle question. C'est vraiment l'opportunité pour moi de préciser que nous avons vraiment besoin d'aide. Et l'aide se situe d'abord au niveau de la formation des praticiens. Et là, je suis pour l'heure la première qui s'intéresse réellement à la rhumatologie pédiatrique dans mon pays. Et mes collègues, même quand ils rencontrent les malades, c'est pas toujours aussi évident pour eux. Donc, ils ne sont pas forcément dans le domaine. Ça peut prendre aussi du temps. Donc, je pense qu'il y a un besoin de formation, d'intéresser les praticiens à la spécialité. Et deuxièmement, le besoin, c'est la sensibilisation, comme vous l'avez dit tantôt. Cette sensibilisation au niveau déjà des praticiens à reconnaître. Et là, je descendrai un peu plus en termes de praticiens aux infirmiers, aux agents communautaires que nous avons dans nos villages, dans nos hameaux, à reconnaître déjà les premiers symptômes et à référer l'enfant au plus vite. Le deuxième volet de la sensibilisation, c'est au niveau de la population. C'est-à-dire que les informer que l'arthrite n'est pas que l'affaire des vieilles personnes, que les enfants aussi sont victimes de ces affections. Et les amener aussi à consulter quand le besoin se fait ressentir au plus vite auprès d'un praticien spécialisé. Et l'autre volet, c'est au decours peut-être de nos activités que nous allons peut-être mener, faire maintenant, promouvoir ce que nous faisons auprès de nos autorités, pour qu'ils puissent déjà reconnaître aussi la spécialité et nous accompagner dans les différentes politiques que nous voudrons bien mettre en place et tout. À l'international, nous avons vraiment besoin de stages. D'accord? On a des internes actuellement avec la sensibilisation que je fais autour de la spécialité qui sont intéressés. Mais là, il faut trouver là où ils peuvent faire la formation, il faut vraiment les accompagner. Ce besoin y est vraiment. Mettre en place des projets qui pourront peut-être aboutir à la création d'une unité spécialisée avec toutes les commodités qui pourront aussi aider les parents parce que la plupart des parents des enfants que nous recevons sont indigents. Donc il faut les accompagner eux-mêmes sur le plan psychologique, sur le plan financier et
les aider, surtout dans l'insertion de l'enfant après. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vois que vous êtes quelqu'un de très enthousiaste et pleine d'énergie pour faire avancer les choses. Et on voit qu'il y a une énorme montagne qu'il faut grimper, mais que vous êtes pleine de courage. Et moi, ça m'impressionne parce que c'est vrai que chez nous, les choses sont beaucoup plus faciles. Et je suis toujours impressionné par votre courage et votre volonté d'avancer, parce que je pense que c'est la seule façon d'avancer, c'est qu'il y ait des personnes qui se dédient et qui avancent. Et certainement, si au niveau international on peut vous aider, je pense que c'est important de pouvoir évoquer toutes les différentes pistes. Est-ce que vous avez l'impression que, alors faire un stage c'est déjà une chose importante, mais est-ce que finalement une formation qui puisse se faire en ligne, parce qu'on peut imaginer que c'est difficile de trouver les fonds pour pouvoir aller en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait faire avancer les choses? Bien évidemment, bien évidemment. Je pense que c'est dans cette quête de formation que j'ai connu la JIR et j'avoue que c'est une expérience extraordinaire pour moi parce que j'apprends. À chaque fois que je suis sur le site, j'essaie de lire, je vois un peu les articles qui sont et ça aiguise encore davantage ma curiosité à comprendre, à les lire davantage sur ces affections de l'enfant. Et donc je dis que ça c'est une très très bonne opportunité d'apprendre déjà à distance et par la suite on verra. Alors, le dernier aspect, mais vous l'avez évoqué et je pense qu'il est important, c'est la question de la reconnaissance de la maladie au niveau de la population et surtout au niveau des décideurs. Et ça, je confirme, c'est compliqué. Même chez nous, la rhumatologie pédiatrique est établie. C'est difficile, donc on peut imaginer que, aussi face aux besoins énormes de santé publique aussi chez l'enfant que vous avez, c'est pas très facile. Et là, il y a une initiative qui s'appelle le World Day, qui est une fois par an, dans lequel on met en avant sur les réseaux sociaux et par des vidéos que réellement les enfants ont aussi des rhumatismes, ce n'est pas une maladie d'adulte. Et là, peut-être que là aussi, il y aurait une possibilité de collaborer pour essayer de faire passer disons, au niveau des autorités, l'importance du sujet. Une toute dernière question. Déjà merci pour tout le temps et toutes vos réponses, mais c'est vrai que voilà, ayant la chance de pouvoir parler avec vous, je suis avide d'en savoir plus. Et une dernière question, c'est par rapport à la représentation que la population en Côte d'Ivoire a de la maladie, en particulier du rhumatisme de l'enfant, parce que finalement, la population, monsieur tout le monde et madame tout le monde, on a une idée et qui n'est pas toujours la même, mais de loin pas de ce que la médecine et la science apportent. Est-ce que là, vous voyez un certain nombre d'obstacles ou alors plutôt d'aide pour avancer? Je dirais les deux. Merci encore pour cette question. Je suis aussi ravie d'échanger avec vous. D'apprendre auprès de vous, parce que chez nous, les anciens, on les appelle les baobabs. Donc, c'est toujours bon de se ressourcer auprès d'un baobab et j'en suis vraiment honorée. Je dirais les deux. Il y a l'obstacle et il y a l'aide. L'obstacle dans la mesure où c'est plutôt nos croyances. Nos croyances culturelles, traditionnelles, qui font peut-être barrière. Et aussi la barrière linguistique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a plus d'une 60aine d'ethnies. D'accord? Donc, on peut ne pas forcément comprendre et être un peu embêté comment arriver à expliquer réellement ce que c'est à une personne avec qui on ne partage pas forcément la même langue traditionnelle. Et les préjugés sur le plan culturel sont énormes. Quand on entend un enfant qui est malade, qui fait des fièvres à répétition, sans étiologie évidente,
automatiquement chez nous, on se dit là, l'enfant a dû marcher sur quelque chose. C'est peut-être un sort. Donc, ou c'est de la sorcellerie. Donc, quand c'est comme ça, ils accourent plus vite vers les camps de prière, vers des charlatans, des guérisseurs traditionnels, qui effectivement les encouragent plus dans cette idée, en leur disant c'est tel parent et tel parent. Même quand ils arrivent à l'hôpital, parfois leur arracher cette idée est très difficile. Et malheureusement, nous perdons de vue des patients en cours de traitement qui évoluent très très bien, et les parents décident à un moment donné de retourner voir le guérisseur. Peut-être un parent est passé et leur a dit non, cette affection, on ne traite pas ça à l'hôpital. Là, il faut ramener l'enfant chez le guérisseur traditionnel pour qu'on puisse voir. Là, c'est vraiment ces barrières-là qui sont des obstacles vraiment pour nous. Les pathologies chroniques sont difficilement acceptables en Afrique. C'est très très compliqué. Donc, comment faire comprendre, comment trouver des mots simples pour expliquer dans notre patois ce qui est vraiment la traite de l'enfant. L'aide, c'est surtout peut venir peut-être de la compréhension de certains chefs de village. D'accord? On a quand même des personnes avec qui, ou des enfants, des parents d'enfants malades que nous avons reçus, qui sont des cadres dans leur département ou dans leur village. Et après avoir vu un peu ce que nous pouvons faire, ce que la médecine moderne peut apporter à ces enfants, sont devenus des relais pour nous. Donc, on peut s'appuyer sur ces personnes-là dans le village, les sensibiliser davantage, et eux, à leur tour, pourraient être des relais pour nous. Donc, c'est les deux versants qui s'offrent à nous. Donc, peut-être à nous de savoir comment utiliser l'information et la faire passer clairement dans notre communauté. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est vrai que les maladies chroniques et surtout la maladie rare sont aussi des problèmes dans tous les pays du monde, parce que cette chronicité fait qu'à un moment donné, on perd peut-être un peu le courage ou la confiance en se disant mais peut-être qu'il y a autre chose qui va m'aider. Et le dialogue, comme vous l'expliquez bien, en tant que rhumatologue pédiatre, est essentiel pour garder le dialogue et que le patient puisse revenir. Aïssata, merci beaucoup pour cette belle discussion, et je vous souhaite encore un tout beau séjour ici pendant la Winter School. Merci encore à vous. Tout l'honneur est pour moi.